Ma maman était vendeuse, donc elle vendait des petites choses, donc moi, j'aidais à vendre les week-ends. Donc, je suis revenue pour aider ma mère. Donc, c'est au contact de ma mère, en l'aidant à faire ça, que bon, je commence à aimer ce qu'elle fait. Et l'entrepreneur, c'est aussi un tonton qui a des chantiers. Qui est dans la construction. Voilà, qui est dans la construction. Donc, c'est après que je découvre ça. Et puis, bon, finalement, je commence à retrouver ma vocation. Le 2009-2010, j'ai eu la chance, lorsque je travaillais pour le FIDA, le Fonds international de développement agricole, donc de réaliser une étude dans le secteur de la microfinance. L'idée, c'était de voir si l'offre donc de la microfinance corroborait bien avec les besoins, surtout des populations en zone rurale. Là est née la passion, là est née donc, on va dire, la vocation, sans pouvoir montrer bien évidemment les résultats de nos ratios, parce qu'il faut des ratios. On obéit à une certaine réglementation. Donc, on revient au ratio. Non, attention. Ah, monsieur Badini, vous avez employé le mot. Hein. Attention, les ratios, il faut faire attention. C'est quand même une activité régulée. Mais c'est pour ça que j'ai dit que vous parlez ratio. Donc, Patricia, quand je t'écoute, j'écoute sagement. Mais à la fin de la journée, on va parler de ratio. Donc Madame Yao, on va écouter monsieur Badini. Je t'écoute sagement aussi. Donc tu m'écoutes, et puis après, mais voilà. D'accord. En ce qui nous concerne, justement, pour pouvoir avoir du financement, il faut remplir 3 conditions. Bienvenue à tous dans le SICA Meetup, le premier podcast tout-régional dédié à l'économie et à la finance qui donne la parole aux hommes et aux femmes qui font le développement de l'Afrique. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter nos vidéos. Vos retours sont précieux pour nous. Nous vous invitons également à activer la cloche de notification sur notre chaîne YouTube SICA Finance TV pour ne rien rater de nos prochaines sorties. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet important, d'un sujet qui nous intéresse tous. Si vous êtes entrepreneur ou si vous avez dans votre entourage un entrepreneur, vous avez déjà entendu parler de sa recherche de financement, vous avez déjà été confronté à une recherche de financement pour le développement de votre activité. Nous en parlons aujourd'hui en compagnie de 2 éminentes personnalités, Madame Zundi Patricia Yao, directrice générale de Canaan Land Africa et par ailleurs présidente du mouvement des PME de Côte d'Ivoire, et M. Ali Badini, directeur général de la microfinance Crédit Access. Bienvenue, Madame Yao. Bienvenue, Monsieur Badini. Merci. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui, surtout que ça fait des mois qu'on essaie de vous réunir tous les deux pour parler de ce sujet important, pour parler de votre passion commune pour les PME. SICA Finance serait vraiment ravi de vous accueillir dans ce SICA Meetup. Plaisir partagé. Madame Yao, vous revenez du forum du mouvement des PME. C'est ça. Et nous avons réussi à vous avoir. Nous sommes vraiment ravis. Non, je pense que c'est Ali qui n'est pas disponible. Moi, je suis toujours disponible. Donc, c'est M. Badini. Bon, Monsieur lui voyage tout le temps. On peut se partager les agendas, vous verrez. Dans tous les cas, on partage une maison commune. Elle sait de quoi je parle. Mais j'aimerais bien, en tout cas, le partage des agendas, là, ça m'intéresse. Surtout pour M. Badini, effectivement. Parce que généralement, Mme Yao disait, je suis disponible mardi soir. M. Badini dit mardi soir jusqu'à lundi midi. On dit non. On partage 25% de notre agenda. Donc, il y a des synergies. Il y a des synergies. Okay. Tu veux que j'en dise un peu plus? Donc, c'est SICA Finance qui devait s'arranger dans les 25% pour Exactement. vous avoir. Voilà. Mais c'est très bien. De toutes les façons, on est en train de le faire et c'est tant mieux. Parce que je pense que les gens ont besoin d'entendre ce que vous avez à dire. Parce que ce que vous avez à dire va certainement créer un shift. Ça peut être juste un mot, juste une phrase. Mais je suis convaincue que ça va aider quelqu'un dans son aventure entrepreneuriale et même au-delà. On essaie de pouvoir être utile. Madame Yao, vous êtes directrice générale de Canaan Land Africa. Exactement. Quelles sont vos activités? Qu'est-ce que vous offrez à vos clients? J'ai l'habitude de dire que je produis, je stocke, je distribue de la tomate. Mais au-delà de ça, en fait, il y a une histoire derrière ma tomate. Voilà, donc il y a beaucoup plus d'inclusivité. Donc, c'est un modèle hybride que nous essayons de mettre en place, que nous mettons en place. Donc, avec une production qui est propre à nous, donc qui est faite sur nos propres sites, mais qui a une production faite beaucoup plus en serre et qui a destination de clients premium. Et puis, on a une production qui est externalisée, qui provient de sites partenaires, donc un peu comme des sites engrais franchisés. Donc, c'est des petits producteurs qui sont au nombre de 200, qui sont dans notre réseau, avec qui nous partageons nos bonnes pratiques agricoles.
Nous allons même jusqu'au financement des intrants et des semences, de sorte à avoir une production uniforme. Et ensuite, nous rachetons pour distribuer à nos clients. Donc voilà en quoi consiste notre activité. Pour faire plus simple, nous mettons de la nourriture saine dans le plat de chaque Ivoirien. Ah, c'est vraiment plus simple. On en a compris en une phrase. Surtout quand vous parlez de nourriture, je suis sûre qu'un Ivoirien ou quelqu'un même qui est derrière son écran a tout de suite compris votre activité. Madame Yao, est-ce que être entrepreneur a toujours été votre premier choix? Est-ce que vous êtes le genre de personne qui, lorsque vous êtes sortie de l'école, vous vous êtes dit, OK, moi, je vais entreprendre? Non, pas vraiment. Moi, je voulais être religieuse. Moi, mon rêve, quand j'étais plus petite, comme je voulais être religieuse parce que j'ai côtoyé les religieuses de mon école. J'ai fréquenté une école catholique. Donc, il y avait des sœurs de la congrégation de Dame du Calvaire. Donc, j'aimais bien ce qu'elles faisaient. Elles avaient une infirmerie, elles soignaient les gens. Et puis, elles allaient aussi dans les prisons. Dans la prison de Soubré où elles prenaient soin des prisonniers. Donc, j'allais avec elles, j'aimais ce qu'elles faisaient. Et puis, bon, je me suis dit, bon, je vais être religieuse. Et puis, bon, voilà un coup de parcours. Et après, je me suis dit, bon, j'allais faire une fonction un peu plus classique. Quand je me suis orientée vers le droit, j'allais peut-être magistrate ou avocate. Mais après, quand j'ai fini avec ma maîtrise en droit, bon, je commençais à me poser les vraies questions. Là, je savais que je voulais tout faire. Mais l'entrepreneuriat, je ne connaissais pas encore. Ma maman était vendeuse, donc elle vendait des petites choses. Donc moi, j'aimais bien ma mère, donc je la soulageais pendant les vacances. Et les jeudis, pardon, à l'époque, on n'allait pas à l'école les jeudis, donc je l'aidais à vendre les week-ends. Donc, je suis revenue pour aider ma mère. Donc, je voulais juste aider ma mère. Voilà, donc l'amour que je lui portais était tel que je me suis dit, si je peux lui être utile, c'est le plus important. Donc, c'est au contact de ma mère, en l'aidant à faire ça, que bon, je commence à aimer ce qu'elle fait. Mais à l'époque, quand on dit un entrepreneur, ça ne voulait rien dire. Effectivement. Voilà, maintenant, ça fait un peu chic, choco. Mais quand on dit entrepreneur, avant, c'est quelqu'un qui construisait des bâtiments. En tout cas, on dit que quelqu'un est entrepreneur, c'est un tonton qui a des chantiers. Qui est dans la construction. Voilà, qui est dans la construction. Donc, c'est après que je découvre ça. Et puis, bon, finalement, je commence à retrouver ma vocation. Donc, ce que je n'ai pas pu faire en étant religieuse, je me suis dit que l'entrepreneuriat, c'est aussi un sacerdoce. Donc, voilà un peu comment je me retrouve dans ce métier-là où je m'épanouis. Effectivement, on voit que vous êtes épanoui. Franchement, juste quand on vous suit sur les réseaux sociaux, on sait que vous êtes épanoui. Là, on vous voit physiquement, on sait également que vous êtes épanoui. Monsieur Badini, vous êtes à la tête de Crédit Access depuis 2014. Tout à fait. Mais je sais que vous sortez major de votre promotion à l'École supérieure de gestion de Paris et qu'après ce diplôme, vous occupez successivement des postes d'analyste et d'économiste. Mais en 2010, je lis quelque part que vous faites une étude qui va vraiment créer un déclic. Qu'est-ce qui se passe en 2010 et 2014? Écoutez, merci déjà pour l'invitation. Donc, c'est une très belle tribune, Sika. Je profite aussi de l'occasion pour saluer ma très chère sœur Patricia et dire combien de fois je suis fier d'être à ses côtés, de partager le même plateau qu'elle. Tu fais un travail formidable pour les PME. Félicitations aussi pour le récent forum que tu as eu à faire. On en parlait tout à l'heure et ça montre justement que les PME sont bien entourées et ça montre que la dynamique que nous donnons formons autour des PME va de façon positive. Maïva, pour répondre à ta question, j'ai envie de te dire oui, en 2009-2010, j'ai eu la chance, lorsque je travaillais pour le FIDA, le Fonds international de développement agricole, donc de réaliser une étude dans le secteur de la microfinance. L'idée, c'était de voir si l'offre donc de la microfinance corroborait bien avec les besoins, surtout des populations en zone rurale. Là est née la passion, là est née donc on va dire la vocation. Mais avant cela, il y a eu aussi mon passage en Algérie, on n'en parle pas assez. C'était un très beau parcours en Algérie où j'ai fait donc l'économie, les sciences économiques, donc spécialisé en monnaie, finance et banque. Je retiens de très beaux souvenirs, on va dire, dans ce pays-là. Et bien après, mon troisième cycle MBA obtenu à l'École supérieure de gestion de Paris. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que j'aurais pu être banquier, poursuivre ma carrière comme je l'ai commencé en tant qu'analyste dans CRIS à ABC Bank. J'aurais pu être économiste, tel que je l'ai fait dans le système des Nations Unies. Aujourd'hui, je suis microfinancier. Ce n'est pas de la finance archaïque, mais c'est une finance pragmatique parce qu'on a cette possibilité-là de voir grandir des micro-entrepreneurs, de les accompagner, de faire un accompagnement à 360 degrés, de voir comment est-ce que ces micro-entrepreneurs réussissent de façon journalière à créer du revenu,
à satisfaire leur utilité sociale, à se surpasser, à créer de l'emploi, même si c'est informel, ça contribue quand même à la formation de notre PIB. Effectivement, 90% des PME au sein de notre zone qui constituent le tissu économique, donc naturellement, elles contribuent au PIB de nos pays, au niveau de la sous-région. Et pour vous prendre au mot, M. Badini, vous avez dit effectivement que vous auriez pu être banquier, mais vous avez décidé d'être dans la finance de façon pragmatique. C'est quoi la différence entre la banque et la microfinance? La différence, je dirais plutôt le trait d'union. Le trait d'union qui se matérialise par l'incapacité des microfinances à se refinancer auprès des banques centrales. Pas qu'elles n'ont pas la capacité, mais tout simplement parce que la Banque centrale n'offre pas de guichet de refinancement des microfinances, alors que les microfinances connaissent très bien la philosophie de fonctionnement de l'économie de masse. Et tu l'as dit, c'est 90% d'emplois informels. Tu l'as dit, c'est 20 à 30% de contribution au PIB du pays. C'est énorme et c'est homogène dans tous les pays d'Afrique subsaharienne. C'est homogène dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Et on va justement poursuivre en parlant des PME. Madame Yao, vous êtes à la tête du mouvement des PME de Côte d'Ivoire. C'est la plus ancienne, je crois, institution patronale qui gère les PME. Quelles sont les caractéristiques des PME aujourd'hui qu'on retrouve en Côte d'Ivoire? C'est quoi le domaine d'activité? Est-ce que, par exemple, on retrouve plus de femmes? Vous parlez de votre maman qui était vendeuse. Est-ce que finalement, on aura cette fibre-là plus chez les femmes? C'est quoi les caractéristiques? Je pense que c'est un peu homogène. Quand vous êtes dans tout ce qui est petit, très petit, informel, vous avez beaucoup de femmes. Voilà, vous avez beaucoup de femmes. Vous n'avez qu'à juste jeter un regard sur nos marchés. Vous voyez un peu. Lorsque vous montez au niveau, je vais dire, moyenne, voilà, ou grande, bon, il y a un peu une disparité en fait. Mais j'ai envie de dire que partout elles sont, elles contribuent à créer de la richesse. Parce que même le secteur informel, dit informel, a son rôle aussi à jouer dans une économie. Voilà, donc pour moi, les chiffres nous donnent près de 40%, je crois, de femmes. Mais quand on va au niveau de la micro, on trouve beaucoup de femmes. Je ne sais pas, certainement que dans le portefeuille d'Ali, il a peut-être beaucoup plus de femmes. Mais je sens qu'au niveau de la micro-entreprise, on a beaucoup plus de femmes. Et lorsqu'on monte dans la chaîne et qu'on va au niveau des grandes, même des grosses PME, je peux m'exprimer ainsi. Mais de plus en plus, on voit des femmes qui s'affirment. Hein. Il faut le dire, comment je regarde les statistiques au niveau du MPME, il y a 3 ans, on était à 25% de femmes qui étaient membres. Aujourd'hui, on est pratiquement à 55%. Donc, on a quand même inversé la tendance. Donc, je pense qu'elle commence à monter en visibilité. Et vraiment, c'est à l'honneur de tous. Après, c'est dans tous les secteurs qu'on les retrouve, hein, que ce soit dans l'agro-industrie, que ce soit dans le transport, les BTP, la logistique, les services. Tous les secteurs sont des secteurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire dynamiques et en forte croissance, dans lesquels nos PME évoluent. Et nous, à PME, on trouve vraiment notre plaisir dans ce rôle-là de voir comment est-ce qu'on accompagne ce développement. Et on reviendra justement sur l'accompagnement que le mouvement des PME, l'institution que vous dirigez, offre à toutes ces petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Monsieur Badini, quelles sont les caractéristiques des PME que vous accompagnez? Madame Zoundi parle d'homogénéité. Est-ce qu'il y a quand même des secteurs qui se démarquent? Est-ce qu'il y a quand même des profils qui se démarquent parmi vos clients? Oui, merci Maëva. Au-delà de ce que Patricia vient de dire, donc la spécificité des PME par le genre, bien évidemment, en nombre, les femmes sont beaucoup plus nombreuses parce qu'on connaît donc cette capacité-là de nos mamans, de nos sœurs, justement, à créer des revenus, à développer des activités et à assurer une certaine constance dans le développement de ces activités. On a tous en nous des gènes donc de commerçants, mais cela est dû au fait que nos mamans, justement, nous ont inculqué cela. Alors, au-delà de l'aspect genre, ce qu'il faut noter, c'est qu'à Crédit Access, par exemple, nous, on catégorise donc, notre clientèle cible. Vous avez les micro-entrepreneurs, donc qui sont constitués de commerçants, d'artisans, de petits commerçants, voilà, donc tous ceux qui sont dans des marchés, tous ceux qui réalisent des activités créatrices de revenus. Et puis à une échelle beaucoup plus supérieure, vous avez aussi des PME, donc PME formalisées avec les documents sociaux qu'on connaît. Après, vous me direz, j'espère que vous n'allez pas poser la question de savoir si PME reste longtemps dans le portefeuille, combien d'années. Ça, c'est un autre débat quand on sait que sur 10, il y a 3. Il y en a qui vont pas continuer le chemin. Tout à fait, tout à fait. Mourir sur la route. Tout à fait. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, en ce qui nous concerne, l'accompagnement, il est complet.
selon que vous soyez micro-entrepreneur ou PME. Pour les micro-entrepreneurs, par exemple, c'est plus de 15 000 visites journalières que nous effectuons auprès de cette base clientèle. Vous voyez, c'est énorme. Et cette proximité nous permet de garder, si vous voulez, une relation de confiance avec ces micro-entrepreneurs, de discuter avec elles. Vous savez, parfois, même un conseil sur comment conserver ces factures. Comment peut faire toute la différence, effectivement, dans la vie d'un entrepreneur qui est généralement sous l'eau, qui doit tout gérer. Ça peut faire toute la différence. Et lorsque ce micro-entrepreneur, vous lui donnez la possibilité d'épargner sans se déplacer, ça peut aussi faire toute la différence parce que vous lui permettez de gagner du temps et de libérer son plein potentiel en suivant son activité. Donc, au niveau des micro-entrepreneurs, voici le dispositif de gestion de la relation clientèle. Pour les PME, on a aussi des gestionnaires de portefeuille, des gestionnaires qui sont à la tâche, qui ont des clients PME, d'accord, et qui entretiennent la relation. Et donc, vous avez quand même une offre sur mesure, qu'on soit micro-entrepreneur ou PME. Voilà. Vous développez un accompagnement qui est adapté aux besoins de votre client. Tout à fait. Et on peut aller plus loin avec des exploitants agricoles, avec des coopératives, vous voyez, et même avec des particuliers. Donc, c'est une cible variée, mais c'est une cible qui représente des agents donc, économiques, tout comme on peut le trouver quand on établit les bases de la comptabilité nationale. Et à qui vous offrez des solutions personnalisées. Bien évidemment. Adaptées aux besoins de chaque cible. Voilà. Quelles sont les plaintes ou les difficultés que les PME rencontrent, Madame Yao? C'est vrai qu'on entend, en tout cas, si quelqu'un connaît un entrepreneur, il a forcément entendu « je cherche l'argent pour développer mon activité ». On entend des fois le slogan « les banques ne prêtent pas, personne ne veut me donner l'argent ». Tout le monde a toujours la super idée que personne ne veut financer. Vous qui êtes à la tête du mouvement des PME, qu'est-ce que vous entendez? Dites-nous aujourd'hui. Bon, déjà, il faut dire quand même que l'offre, c'est quand même diversifié. L'offre de services des différents financiers, c'est diversifié. Donc, faut pas... ce serait fait de gratitude que de ne pas reconnaître les efforts qui ont été faits, que ce soit au niveau des microfinances. Il y a plus d'acteurs qui sont mis. Il y a même des microfinances qui font de la maison, donc qui font des financements de taille, je vais dire, assez importante. Je pense que c'est plutôt un problème de langage. Voilà. Là où la PME n'a pas de vision, Ali, il va parler ratio. Voilà, donc ce n'est pas forcément de l'opposition. Excusez-moi, Madame Zoudi. Monsieur Badini, vous confirmez? Non. Bon, on va revenir alors. Allez-y, Madame Yao. Le banquier va parler de ratio. Donc aujourd'hui, c'est de pouvoir construire ce pont-là. Comment est-ce qu'on amène le dirigeant de la PME, tout en ne perdant pas de se vue sa vision, de pouvoir aussi tenir compte du langage de l'autre. Donc pour moi, c'est après comment est-ce qu'on se comprend. Parce que bon, les banques, les microfinances, comme elles le disent, elles n'ont pas de problème de trésor, de liquidité pour prêter aux PME. Voilà, oui. Donc c'est tellement qu'il y a un discours qu'on ne comprend pas. Voilà, donc pour moi, il s'agit aujourd'hui de regarder comment est-ce qu'on diversifie davantage les offres. Mais déjà, il faut dire que je vois que dans pratiquement chaque banque ou il y a des départements PME qui se créent. Donc le fait déjà de prendre une décision, de créer pour moi un département PME, c'est déjà une volonté affirmée de chercher à trouver des solutions. C'est en cela que pour nous, le rôle des fêtiers doit être beaucoup plus accru. Parce que la PME a sa manière de fonctionner, elle a son agilité. Bon, les microfinances, elles sont plus proches de cette agilité-là parce que bon, elles prennent beaucoup plus de risques. Mais sa manière de fonctionner n'est pas suffisamment aussi comprise en fait. Voilà, donc les délais qui peuvent être jugés acceptables par le financier peuvent être jugés trop longs par la PME parce que justement, ce n'est pas les mêmes contraintes. Voilà, donc c'est quoi? C'est de dire qu'on ne répond pas vite à mes demandes. C'est le banquier qui va dire, mais vous n'anticipez pas. Donc, je n'ai pas vraiment envie de rentrer dans ce débat de reproches. Pour moi, c'est comment est-ce qu'on essaie de construire ce pont-là. De trouver un juste parce qu'il y a la PME qui est là, qui a sa manière de fonctionner. Et très souvent, je disais à une amie qui était directeur de banque de faire un exercice. C'est-à-dire qu'un matin, qu'elle se lève, et qu'elle essaie de se mettre dans la peau de l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'elle se lève, elle prend une PME qu'elle a habituée dans son portefeuille, et puis elle prend sa voiture, et puis elle suit les dirigeants de la PME. Elle observe. Et puis, à la fin de la journée, qu'elle me dit, elle a l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de s'amuser avec sa vie, en fait. Voilà. Parce que là, je parle des vrais PME, je ne parle pas de quelqu'un qui fait ça en gombo. Voilà, donc je ne parle pas du gombo, voilà, en deal. Je parle de quelqu'un qui vit de ça, voilà, qui est de son activité. Donc, je n'ai pas l'impression que quelqu'un qui vit d'une activité, voilà, va le faire. Mais c'est tellement que il faut essayer de le comprendre. Donc, sa manière de fonctionner est aussi
fonction des réalités qu'il a sur le terrain. Donc, bien entendu, il va estimer que la banque refuse de le financer. Bon, c'est ce qu'on dit. On va te dire que bon, le taux est élevé, on n'a pas vite répondu. La banque de son côté aussi va le dire. On a longtemps fait des débats entre banquiers. Pour moi, ils disaient, comment on construit le pont? Voilà. Comment est-ce qu'on comprend le langage du banquier? Comment est-ce qu'on le simplifie pour dire à la PME, voilà comment tu dois comprendre, lui, ses préoccupations. Mais on aurait souhaité aussi que de l'autre côté, ce soit la même chose. Parce qu'après, à la fin, les PME représentent quand même du business pour tous ces... Pour les banques, les microfinances, les institutions financières. Donc, même si pratiquement elles sont toutes rentables, parce que je ne connais pas de banques de microfinance qui ne gagnent pas de l'argent. Pour elles sont toutes rentables. Je me dis qu'elles peuvent améliorer. C'est M. Basini qui, je pense, ne veut même pas vous laisser terminer. Elles peuvent améliorer leur rentabilité. Donc, voilà, on peut. Donc, pour moi, c'est de rapprocher le langage. Ce n'est pas forcément de l'opposition. L'autre, il le dit dans une autre manière de faire. L'autre aussi, il le dit parce que aussi d'autres manières de faire. Mais du coup, si on ne parle pas le même langage, on ne peut pas se comprendre. Oui, mais c'est pour ça que je pense que les fêtiers devaient travailler sur ce pont-là. Ce qui manque aujourd'hui pour moi, c'est des structures qui travaillent à rapprocher. Parce que la PME a sa manière de fonctionner. Elle connaît son corps de métier. Bah, vous prenez l'artisan, s'il fait des choses, il sait faire des choses. Et justement, ce genre de lucarne, c'est pour rapprocher les fêtières, les PME et des institutions financières comme Ali, je te passe Crédit Access. Quel est votre avis, M. Basini, sur la question? Est-ce que c'est un problème de manque de garantie? Est-ce que c'est un problème de langage? Est-ce que c'est un problème de produits adaptés? Est-ce que c'est un problème de structuration même de la PME? Quel est votre avis sur la question en termes de plainte et comment vous vous positionnez par rapport à ça? Alors, il faut bien comprendre. Déjà, pour reprendre ma très chère Patricia, le langage des microfinances n'est pas d'opposer, on va dire, à la PME de la technicité ou de la réglementation. Au-dessus de ses capacités. Bien sûr. J'ai envie de dire que non, nous, notre langage, il est décentralisé. Tout comme notre nom l'indique, d'accord? Notre langage, il est démocratisé. À partir du moment où une microfinance est capable, sur la base de flux financiers, de reconstituer des états financiers, je pense que c'est à saluer. À partir du moment où la microfinance est capable de descendre sur le terrain. Oui, bon, c'est pour ça que j'ai fait la nuance en disant que les microfinances prennent plus de risques. Mais comme la question était posée en règle générale sur les financements... Le risque vient après. Voilà. Je suis même en train de parler de la compréhension de l'activité. Là, je suis d'accord avec toi parce que j'ai mis des microfinances même sur le terrain, aller faire du recouvrement au jour le jour sur des petits montants pour s'adapter au type de fonctionnement de l'entreprise. Parce que si vous voulez, je l'ai dit, j'ai donné quelques chiffres que Crédit Access réalise en étant 15 et 20 000 sur le terrain de façon journalière, et ça nous permet d'avoir et de comprendre le mode de fonctionnement de ces PME dans tous les secteurs, mais pratiquement dans tous les secteurs, et ça a salué. Une fois qu'on a fait ça en back-office, sans pouvoir montrer bien évidemment les résultats de nos ratios, parce qu'il faut des ratios, on obéit à une certaine réglementation. Donc, on revient au ratio. Non, attention. Ah, M. Badini, vous avez employé le mot. Hein. Attention, les ratios, il faut faire attention. C'est quand même une activité régulée. Mais c'est pour ça que je dis que vous parlez ratio. Donc, Patricia, quand je t'écoute, j'écoute sagement. Mais à la fin de la journée, on va parler de ratio. Patricia, donc Madame Yao, on va écouter M. Basini. Je t'écoute sagement aussi. Donc, tu m'écoutes. Et puis après, mais voilà. D'accord? Les ratios permettent justement aux analystes risques de s'assurer que la PME qui est en face a la capacité de rembourser ce qu'elle souhaite avoir sur la base de sa demande. Donc, ça permet aussi à la PME soit de redimensionner sa demande, d'accord, de revoir ses ambitions peut-être à la baisse ou à la hausse. Ça lui permet aussi de challenger justement ce qu'elle voudrait faire. Donc, nous, on peut avoir un ratio lié au taux d'endettement futur, un ratio lié à la liquidité. C'est de bon augure. Parce que quand on reporte à la Banque centrale ou à la commission bancaire... Oui, parce que c'est une activité réglementée. C'est une activité réglementée, donc on n'a pas le choix. Mais je dis bien, on n'oppose pas cette batterie justement d'indicateurs à nos clients, on les fait pour eux. Et ça, c'est toute la différence. Maintenant, pour revenir donc, sur les contraintes liées au développement, je ne parle même pas du financement, parce que le financement n'est qu'un aspect, c'est un levier. Certains vous diront que la problématique pour les PME de se développer, c'est l'accès au financement.
D'autres vous diront que non, c'est la structuration, c'est l'accès au marché, c'est le paiement à date de leurs factures. Mais nous, en ce qui nous concerne, justement, pour pouvoir avoir du financement, il faut remplir 3 conditions. Il faut que l'activité existe et on va le vérifier. D'accord? Il faut que cette activité génère des revenus. Ça doit être une donnée parce qu'on va s'appuyer sur, justement, l'antériorité de ces flux-là. Il faudrait que vous puissiez avoir des actifs. Vous allez me dire, les actifs, mais c'est sophistiqué. Mais non, les actifs ne sont pas sophistiqués. À titre d'exemple, quand vous dites que vous pourrez avoir des actifs, comme un entrepreneur. Je vais en bas de la route. C'est un actif. Ma table. C'est un actif. Est-ce que ça a pris en compte la table? Bien sûr, c'est un actif. Parce que ça peut je vais vous dire, à partir du moment où la table vous sert à vendre, c'est un actif. Okay. D'accord? J'ai même envie de dire que cet actif est productif. Parce que sans table, on ne vend pas. Vous voyez? Après, quand on a des PME qui ont des besoins beaucoup plus importants, on peut prendre des véhicules comme gage. D'accord? On peut prendre aussi, on peut nantir donc le stock. Tout ça, c'est des garanties qu'on prend. Mais parce que c'est des ressources qui ne nous appartiennent pas. On a l'obligation de bien les utiliser et de contraindre justement la PME, donc emprunteuse, dans nos livres, de se dire, attention, si je ne paye pas, on peut saisir mes actifs. Donc, il ne faudrait pas le voir comme étant une contrainte, mais il faut plutôt le voir comme étant une assurance pour les nombreux épargnants qui nous font confiance de jour en jour. Et parmi les 3 conditions que vous avez citées, Madame Yao, vous nous direz aussi, laquelle est compliquée généralement à prouver? Généralement, qu'est-ce qui pose problème à l'entrepreneur? Alors, ça dépend. Ça dépend. Après, qu'est-ce que vous appelez entrepreneur? Est-ce que vous êtes entrepreneur parce que vous avez aujourd'hui un marché, elle a parlé de ceux qui font des gambos. Donc, d'autres les appellent hommes et femmes d'affaires. Merci. C'est ponctuel. Merci, d'accord. Est-ce que vous parlez de celui qui est dans un tissu productif, qui a besoin de BFR, qui a besoin d'agrandir son stock, tout ça, et qui a ses contraintes? Est-ce que vous parlez de celui-là donc, qui saisit des opportunités? Il faut pouvoir classifier. On va parler de celui qui en fait son activité. Celui qui est dédié à son entreprise, qui a une vision qu'il porte et qui est à temps plein sur son activité. Alors, selon vous? On va prendre ce profil-là. Un profil d'une personne qui mène une activité génératrice de revenus, qui se lève le matin, comme Patricia a dit, qui ne va pas flâner ou boire du soleil. Écoutez, il se lève le matin, il a des problématiques donc liées au fonctionnement de son entreprise. Il faut qu'il ouvre. D'accord? Il faut qu'il s'assure que ses collaborateurs sont bien présents. Il faut qu'il s'assure que le service commercial fonctionne bien. Il faut qu'il s'assure que ses produits sont vendus, fabriqués, ça dépend, ou vendus. Il faut qu'il s'assure que ses factures soient payées. Voici le quotidien d'une PME, sans oublier bien évidemment les obligations fiscales, aussi tout ce qui est déclaration et autres. Voici le contexte. Dans ce contexte-là, bien évidemment, si la PME doit saisir une opportunité, un marché, réaliser ce marché, il lui faut du financement. Effectivement. Et c'est en cela que la microfinance, notamment Crédit Access, permettez-moi d'en parler, est très fine. Parce que nous, on vous dit, écoutez, concentrez-vous sur ce que vous savez faire. C'est de la gestion au quotidien, c'est du management au quotidien. Et tout ce que je viens de décrire, c'est votre job. Le financement, il faut nous le confier. Parce que vous avez un besoin de trésorerie, c'est un marché que vous pouvez exécuter sur 3 mois. Vous n'allez pas demander un remboursement sur 12 mois. Donc, on vous met en place un crédit de trésorerie. On regarde, vos salaires sont décalés, vous ne payez pas à temps vos salaires, ça démotive votre personnel. On peut vous mettre en place un découvert sur 30 jours et puis l'un de vos principaux clients peut domicilier votre paiement dans nos livres et ce n'est plus une difficulté pour vous. Alors, quand on agit comme ça, la PME va se concentrer sur ce qu'elle sait faire le mieux. Et ce qu'elle sait faire le mieux, c'est le management au quotidien. Et ça va créer plus de croissance. Et c'est bon pour le pays. Parce qu'il y aura plus d'impôts à payer. D'accord. Et ça va créer un cercle vertueux. C'est ça. Madame Yao, vous, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette question? Qu'est-ce qui pose le plus de problèmes? Parce que dans vos propos, on avait quand même l'impression qu'il y a quelque chose, ou bien il y a un élément qui fait que des entrepreneurs ne sont pas financés. À votre avis, qu'est-ce qui pose le problème? Est-ce que ce sont des garanties? Est-ce que justement, on a parlé d'état financier, c'est peut-être tenir une comptabilité saine, une chose qui est quand même importante pour un entrepreneur. Qu'est-ce qui crée le talon d'Achille? Bon, j'avoue que je vais parler de mon expérience parce que j'écoute les membres, en fait. Je ne parlais pas de mon expérience
personnel qui se passe plus ou moins bien avec les établissements bancaires. Mais quand j'écoute, en fait, les PME, il y a le problème de garantie qui revient. Voilà. Aussi, quand j'écoute aussi certains financiers, ils estiment que les états financiers ne sont pas sincères. Voilà. Mais bon, ça, je pense qu'on ne devrait plus en parler. On devrait plus en parler parce que il y a des mesures qui ont été mises en place, mais ça ne fonctionne pas bien, le visa et autres. Mais je pense que c'est plutôt sur la garantie, en fait, que le problème se pose lorsque j'écoute l'ensemble des PME. Mais après, quand je vais un peu plus à fond avec elles, pour certaines, quand vous poussez, peut-être que c'est peut-être les délais de recouvrement qu'elle doit juste... Ça dit que c'est la trésorerie qu'elle doit mieux gérer. Donc, c'est pour ça que je pense que il y a certaines banques, certains établissements financiers qui le font, qui font même plus de conseils. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir lui donner le bon financement. Donc, il faut d'abord qu'elle puisse elle-même identifier le financement qu'il lui faut. Et je pense que souvent, la PME n'arrive pas à identifier le type de financement qu'il lui faut. Est-ce que c'est du PFR? Est-ce que c'est besoin en fonds de roulement? Est-ce que, voilà, besoin en fonds de roulement? Quel est le type de est-ce que c'est besoin d'investissement? Donc, je pense qu'elle-même, elle sait qu'elle a besoin d'argent. Elle a besoin d'argent. Mais je veux dire, les établissements financiers ont tout type de financement. Donc, il faut qu'elle-même puisse avoir la capacité de pouvoir identifier. Et comme Ali le disait, quand vous regardez la situation d'une PME, si elle a peut-être trop... Enfin, en général, il y a un comptable, oui, mais c'est externalisé. Donc, il faut quelqu'un qui peut au moins l'orienter. Parce qu'elle ne connaît pas le langage de forcément la banque. Elle sait qu'elle veut du crédit. Mais est-ce qu'un découvert se comporte comme un crédit pour de l'investissement? Donc, il y a pas mal de paramètres à regarder au niveau. Donc, je parlerai aussi peut-être de culture financière au niveau de la PME qu'elle arrive aussi à comprendre. Voilà. Mais après tout, la banque a sa manière de fonctionner. La microfinance, c'est une activité qui est réglementée. Moi, j'ai peut-être une expérience différente parce que j'ai eu la chance de rentrer dans des conseils d'administration en tant qu'administrateur indépendant d'établissements financiers. Donc, je comprends aussi... Donc, vous avez pu voir de près? Oui, je comprends aussi les contraintes parce qu'elles sont dans un environnement qui est réglementé. Donc, voilà, quand tu dois faire un prêt, il faut pouvoir... si la commission bancaire passe, il faut pouvoir poser... Il y a pas mal de c'est pour ça que je pense qu'on ne va pas seulement leur jeter la pierre. Il faut que d'autres acteurs... il y a la Société des garanties de PME qui est là. Je pense que la dernière fois, j'ai vu des chiffres où la directrice parlait de 1500... je crois, en fait, plus de 1500 qui ont été... Donc, il y a pas mal d'acteurs maintenant qui doivent rentrer pour aider sur l'écosystème. Donc, ça ne va pas être seulement une affaire de banquier PME, parce que même tout ce que j'ai dit qui est une carence, il y a des structures dans le métier, c'est de l'accompagnement technique, mettre la PME à niveau. Donc, on ne va pas les laisser juste sur la préparer ring, justement. On ne va pas juste sur un ring banquier entrepreneur, mais vu qu'il y a un pont, et que la PME ne sait pas comprendre forcément le langage. Il faut combler le trou. Il faut un pont. Et c'est ce pont-là. Donc, c'est d'autres acteurs, qui sont des acteurs non financiers, qui vont venir aider à mettre en place tout ça pour que la PME, elle puisse se concentrer sur ce qu'elle sait faire et qu'elle puisse répondre quand même à un minimum d'exigence. Et après, tout ce que je regarde, c'est la confiance qu'il faut établir. Voilà, c'est une affaire de confiance. Donc, comment la PME communique, même si c'est ces états non financiers, avec son banquier pour que la relation soit une relation qui se construit en fait. Et très souvent, je dis, n'attendez pas que vous avez du financement pour aller parler au banquier. Il faut créer la relation. Moi, je dis, invitez-le même à venir sur vos sites, dans vos entreprises. Voilà, vous n'avez pas besoin d'attendre. Donc, plus ils viennent, plus ils comprennent, peut-être que ça peut changer la donne. Parce qu'à la fin de la journée, j'ai envie de dire, la main qui demande et puis la main qui reçoit, ce n'est pas la même chose. Donc, il a ses exigences, il a sa manière de fonctionner. Mais en même temps, je me dis qu'on peut changer la donne. On peut aussi faire l'effet inverse. Voilà. Et je vois quelques-uns qui essaient de faire des efforts pour venir comprendre qu'ils ne restent plus dans les bureaux et attendre les dossiers. Donc, je vois des efforts. Et c'est bon. Ils vont sur le terrain. C'est d'encourager, en fait, ces efforts. Parce que plus on va vers elles, plus on comprend. Et plus on doit même défendre son dossier, on sait quoi dire. Voilà. Donc, voilà, il y a d'autres acteurs qui doivent venir, je vais dire, solidifier cette relation. Sinon, si on reste sur le ring, entrepreneur, État banquier, institution financière, on va peut-être faire des efforts, mais on aurait pu faire mieux. Voilà. Merci, Madame Yao. Monsieur Badini, est-ce que vous pouvez justement nous partager une expérience que vous avez vécue avec un client
à qui vous avez permis d'avoir un financement et qui a vraiment contribué au développement de son activité? Est-ce que vous pouvez partager une expérience heureuse dans ce sens? Beaucoup d'expérience, beaucoup d'expérience. Un cas qui vous vient à l'esprit tout de suite. Qui me vient à l'esprit, je vois cette dame-là, donc OL International, Madame Nobou, qui a commencé tout doucement avec nous, il y a à peu près, on va dire 9 ans par là, donc avec des petits financements. Et c'est une dame qui a franchi plusieurs étapes, qui est dans le BTCS, donc tout ce qui est bloc de terre, compressé. Voilà, compressé, donc qui aujourd'hui bénéficie de crédits très importants, donc à notre niveau, qui a plusieurs lignes de financement. Elle a su entretenir une relation de confiance, parce que c'est ça, on attend des microfinances, des institutions financières, donc que nous puissions rassurer notre clientèle, mais il faut aussi dire que l'inverse est vrai. La clientèle aussi peut nous rassurer. Voilà, donc sa fidélité à nos guichets lui permet aujourd'hui, et sans problème, de bénéficier de crédits courts pour sa trésorerie, de crédits longs pour avoir beaucoup plus de marché. Donc, au-delà de Madame Nobou qui exerce dans l'immobilier, donc qui est un secteur porteur, ici en Côte d'Ivoire, on a de nombreux clients qui sont dans plusieurs secteurs. Je prends le cas de l'agro-industrie. Ma très chère sœur en a parlé. Donc, un client dont je tairai le nom qui est au nord, qui exerce dans tout ce qui est transformation et exportation de mangue, donc qui est basé à Korogo. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Il a commencé avec nous tout doucement. Aujourd'hui, on lui fait confiance. On l'accompagne dans l'export. Vous voyez, après aussi, on a ces nombreuses coopératives qui exercent dans le milieu du café-cacao, le secteur du café-cacao, donc qui font du négoce, qu'on accompagne. On accompagne aussi leurs exploitants agricoles. L'expérience, elle est plurielle. Et souffrez que je ne puisse pas vous dire que je sois sensible à tel ou tel, parce qu'en fin de journée, ce qu'on retient, c'est la satisfaction de leur utilité sociale. Aussi bien pour eux-mêmes, mais surtout pour ceux qui travaillent aussi avec eux, parce qu'ils sont capables de créer des emplois, parce qu'ils sont capables d'apporter du sens donc, à notre économie, et parce qu'ils sont capables justement de se réinventer, tout simplement parce que leur potentiel technique, ils exercent en toute liberté, et nous, on prend la partie la plus difficile. Chercher du financement, donc chercher des ressources, bien les gérer, répondre aux exigences de la réglementation, être toujours au top sur le marché, avoir des produits innovants, quels que soient les cycles, courts, longs, d'accord, assurer la qualité de service quand ils pénètrent nos agences ou en dehors de nos agences à travers notre application, le e-Access, effectuer des opérations sans se déplacer par la monétique. Bref, c'est un vrai champ qu'on démine pour que les PME puissent se développer. Merci, M. Badini. Madame Yao, vous avez dit que vous étiez administratrice dans des conseils d'administration avant même d'être entrepreneur et que c'est une expérience qui vous a vraiment aidé par rapport à la gestion de votre propre entreprise. Donc, à vous, je vais demander de non seulement nous partager votre expérience, mais aussi de nous partager l'expérience de certains membres que vous avez vu grandir au sein du mouvement des PME de Côte d'Ivoire. Non, je vais corriger. En fait, ce n'était pas avant d'être entrepreneur. OK. Voilà, je vais dire présentement, je suis... OK, d'accord. Donc, vous êtes toujours administratrice dans certaines entreprises. C'est ce qui m'a permis de regarder un peu comment le banquier, en fait, regarde aussi le dossier. Parce que j'étais de l'autre côté. Et là, je suis des deux côtés. Donc, ça me permet de faire un peu de l'équilibre. Oui, il y a de belles histoires. Hein, Ali l'a dit. Moi, je vois des entreprises que je connais qui sont membres du MPME qui, plus ou moins, arrivent quand même à se faire financer. C'est vrai qu'il y a encore certains qui peinent, mais on a de belles histoires. Hein, je ne vais peut-être pas les citer, mais je viens d'entrepreneur dans la chaîne de valeur minière, en fait, qui aujourd'hui vraiment a un chiffre d'affaires. J'étais content de voir qu'il a passé la barre des 2-3 milliards. C'est vrai qu'on dirait qu'une PME, c'est plus d'1 milliard, mais lui, il estime encore voilà, qu'il y a une PME, donc il est encore membre. Donc, il y a de très belles histoires même de femmes entrepreneurs qui se font financer. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas critiquer pour critiquer. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits depuis ces 10 dernières années.
même l'offre, je vais dire, vous voyez, sur le marché. Donc, la PME, même, ce que je vais lui dire, c'est qu'elle a la possibilité de challenger. Hein. Voilà, elle peut challenger les différents établissements financiers qui sont là. Moi, au départ, quand j'ai commencé ma carrière, je ne savais pas qu'on pouvait négocier. Je pensais que quand on me donne... on vous fait une proposition. On me donne une proposition, il fallait prendre ça. Après que j'ai vu que ça pouvait se négocier. Donc, le fait qu'il y ait beaucoup d'acteurs sur le marché, donc pour moi, ça lui donne une diversité. Mais après, à la fin de la journée, comme Ali le disait, l'argent de la microfinance, c'est pas l'argent c'est aussi des fonds d'autres épargnants qui sont mis là. Et puis, il ne faut pas qu'elles disparaissent. Parce que si elles disparaissent, c'est un danger. Donc, on a intérêt à ce qu'elles soient encore sur... Donc, il y a de très belles histoires. Voilà, il y a des histoires aussi de PME qui, malheureusement, je pense que si elles avaient eu aussi du financement, elles auraient pu libérer leur potentiel, en fait. Mais bon, ce n'est que partie remise, mais il ne faut pas s'arrêter à un fait qu'on vous a refusé un financement. Je ne sais pas si certaines banques le font, mais il y a un système qui motive, en fait. Il faut motiver aussi le refus. Mais comment on fait quand, justement, on a une activité? Oui, mais il faut motiver le refus parce que si on ne donne pas le crédit à quelqu'un, je pense que ça peut être bénéfique pour lui de lui dire qu'on n'a pas donné pour telle raison, pour telle raison. Il a cette possibilité de savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer. Mais quand il n'y a pas de notification pour vous dire, bon, vous avez l'impression que c'est parce qu'on ne vous aime pas. Donc, je pense qu'il faut avoir des efforts de motiver pour dire, OK, ça va marcher parce que, ou même ça marchait parce que. Et quand la PME sait que c'est peut-être que la relation de confiance qu'elle a bâtie, il y en a qui pensent que ce n'est pas nécessaire de faire venir le banquier chez elle parce que se dit, bon, il n'a pas le temps. Mais pourtant, le faire venir, le banquier, ça le rassure. Parce que quand il vient, il voit des machines qui tournent, je me dis qu'il y a une relation de confiance. Il se dit, ah, mais c'est un client qui est quoi, tu sais où le trouver. Donc, pour moi, c'est cet aspect de confiance. Parce que même le crédit, c'est quoi? Crédibilité. Voilà, crédibilité. Donc, c'est comment créer cette relation de confiance. Beaucoup de PME, comme je l'ai dit, il y a une PME que je connais qui fait de la banane plantée surgelée, mais qui a un gros potentiel. Voilà. Et j'étais avec lui hier et puis je lui ai dit, mais cette PME-là, il faut que je vois avec un de nos partenaires voilà, pour qu'ils essaient de l'accompagner. Mais en même temps, je lui ai dit, il faut que tu te fasses accompagner par une structure que je lui ai recommandée pour t'aider, en fait. Parce que la structuration? Oui, il connaît très bien son métier. Mais il y a tout ce qui est charge administrative qui lui prend un peu de temps. Il n'a pas forcément pas le temps de regarder au niveau de la comptabilité ce qui est fait. Donc, bon, après, je vais dire, quand tu vas vers une banque, le document qu'elle va te donner, c'est forcément les états. Ah, c'est sûr que les belles paroles ne suffisent pas. Parce qu'il va bien t'écouter, mais à la fin de la journée, il doit monter un dossier, il doit le défendre. Et quand il doit le défendre, il faut qu'il mette des chiffres là-dedans. Donc, pour moi, c'est un peu ça que je vais dire. Est-ce que justement, c'est l'accompagnement que vous offrez aux membres du mouvement des PME de Côte d'Ivoire, cette structuration, parce que c'est quand même un mot qui revient. On a une idée, on a une belle idée qu'on est en train de déployer, mais on pêche sur ces aspects, notamment les états financiers, parce qu'on ne tient pas forcément une comptabilité saine, parce que généralement, on entend souvent que l'argent de l'entrepreneur n'est pas l'argent de l'entreprise, mais beaucoup de gens font cet amalgame. Est-ce que justement, le mouvement des PME de Côte d'Ivoire essaie de mettre un objectif en termes d'accompagnement, en termes de meilleure structuration de ces membres? On essaie de faire ce qu'on peut. J'ai envie de dire que la tâche est grande. On a déjà conduit des programmes d'accompagnement de près de 300 PME, déjà membres. Un programme a consisté à les aider à mettre en place un budget, le manager le gérer, ce qui n'était pas le cas. Ça a été un franc succès. Après ça, on est sur un programme actuellement où on accompagne nos membres sur la mise en place d'une cartographie de risques. D'abord, cartographier tous les risques de son activité. Parce que vous pouvez une activité aujourd'hui qui génère du cash, mais si vous n'avez pas anticipé, je veux dire quelque chose, un choc peut arriver. Et puis, donc, on essaie de le faire. Et ce qui est notre force, c'est qu'on essaie de mutualiser et de le rendre vraiment très accessible. Parce que le gros problème, c'est comment on finance cet accompagnement. Parce que c'est un accompagnement qui demande des coûts Voilà, aussi. des coûts. Voilà, parce qu'il y a forcément, nous, en tant que fêtiers, notre profit nous permet souvent de pouvoir lever des subventions pour accompagner. Mais en dehors de ça, une PME qui doit aller voir quelqu'un pour l'accompagner, comment le modèle est que ce sera une facture. Ce sera une facture sur la table. Donc, elle a le problème de trésorerie, doit payer une facture. Donc, on rentre dans un cercle. C'est pour ça que je disais que il y a des acteurs qui doivent se mettre en place dans l'écosystème. Donc, si on a trouvé le modèle économique de l'accompagnement, oui, je pense qu'on peut. Et nous, c'est ce qu'on fait. Toutes les semaines, on a des formations.
Donc, on en a dispensé aujourd'hui des formations, plus de 149 masterclass en pratiquement 3 ans. Et tous les jeudis... Donc, depuis que vous êtes à la tête bon, du mouvement des PME de Côte d'Ivoire... tous les jeudis, si vous nous suivez, vous allez voir que tous les jeudis, on a des formations à l'endroit de nos membres. Okay. Et après ça, on a vraiment des actes. Quand il dit l'accompagnement, ce n'est pas une façon sporadique. C'est vraiment un accompagnement sur au moins 3 mois. C'est des actions continues. Voilà, parce qu'une chose est de lui dire, il faut que tu fasses ça. Mais après, quand il commence à mettre, c'est là que les vraies questions se posent. On dit, bon, il faut que tu élabores une cartographie des risques, mais c'est bien beau. Quand on est parti, on commence comment? Et donc, pour nous, c'est ça. Et moi, le plus gros défi, c'est vraiment de pouvoir trouver des ressources plus stables, en fait, pour pouvoir accompagner, pour rendre ça vraiment soutenable à la PME. Et j'ai vu des PME qui sont sorties de là. Quand on faisait le forum, il y a une membre qui est venue, elle est venue spontanément donner une contribution. C'était quand même une somme importante, tu vois, pour le forum. Donc, je lui disais, ah, mais bon, on va transformer ça en sport. Elle dit non, non. Et c'est là qu'elle a donné son expérience de ce que les formations nous ont permis aujourd'hui de sortir. Donc, pour nous, c'est important. D'atteindre un certain niveau. Voilà, et c'est vraiment, quand vous prenez nos axes stratégiques, le renforcement des capacités est l'un des axes sur lesquels on tape. Parce qu'on se dit qu'une PME qui est mieux formée peut vraiment aller challenger. Peut faire la différence. La différence. Mais après, déployer son potentiel. Et après, c'est qui la forme. Voilà, parce qu'on n'est pas aussi preneur de tout ce qui est formation. Voilà, c'est qui la forme. Il faut de la qualité aussi dans la formation, Madame Yao. Exactement. Monsieur Badini, est-ce que vous motivez vos refus? Madame Yao a parlé de pouvoir dire à la PME ou de pouvoir dire à l'entrepreneur pourquoi on ne finance pas. Est-ce qu'à Crédit Access, vous motivez les refus de financement des PME? Oui, bien évidemment. Bien évidemment, un refus doit être motivé. Parce que c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas comme la distribution de visa. D'accord? Bel exemple. C'est un très bel exemple. Hein. Non, parce qu'on entretient, à partir du moment où on entretient une relation de proximité avec les clients, on évite même de rejeter. Parce que 90% de nos rejets sont liés à de la fausseté. Okay. Lorsque dans ce qui nous est dit, dans ce qui nous est présenté, on a de la fausseté, systématiquement c'est rejeté. Et il y a 90% de chances d'aller vers du financement lorsqu'on est transparent. Parce que, quoi qu'on dise, si vous n'êtes pas prêt pour ce mois-ci, parce qu'il vous reste tel document, parce qu'il vous reste tel élément, on peut le repousser, le porter au mois prochain. Parce que vous entretenez une relation de longue durée et qui doit s'inscrire dans la durée avec votre clientèle. Par contre, si on est sur des éléments de fausseté, la relation s'estompe, elle s'arrête tout de suite. Pour vous donner un exemple, c'est plus de 99% des demandes que nous enregistrons de façon mensuelle qui sont absorbées par nous. Donc, pour ne pas dire 100%. Ce qui veut dire que toutes les demandes, non seulement sont traitées, mais les besoins sont traduits en financement. D'accord ? Voilà, donc c'est un ordre de grandeur et toutes les agences sont objectivées de sorte à financer. Donc, le financement, pour nous, c'est un indicateur clé parce que sans financement, on n'a pas de PNB. Sans financement, on ne contribue pas à la formation donc, de la richesse du pays, donc au niveau du PIB. Pour nous, c'est un financement. C'est le financement qui est l'étendard. Pour vous donner un ordre de grandeur, en moyenne, on est entre 6-7 milliards de francs CFA que nous accordons aux PME de façon mensuelle. Donc, à près de 1000 clients. Donc, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Et l'objectif, justement, c'est de dépasser ce cap-là, d'atteindre des niveaux de 8, 9, 10 milliards. Et nous pensons que nous pouvons le faire si, bien évidemment, toutes les conditions sont réunies. On espère vivement que jusqu'en fin d'année, on pourra travailler aisément, étant entendu qu'on a un contexte quelque peu délétère qui peut se créer en ce moment. Quels sont les conseils, vous, Madame Yao, qui êtes première lauréate de la CGC Business Academy, vous pouvez donner à tous ces entrepreneurs qui n'arrivent pas justement à se faire financer par des banques ou des microfinances? Aujourd'hui, franchement, en termes de concours entrepreneurial sur la place, on en a énormément. Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner? Est-ce qu'il faut se former, par exemple, à faire un business plan excellent? Sur quoi un entrepreneur devrait tabler lorsqu'il n'a pas forcément la possibilité tout de suite de se faire financer par une banque ou par une microfinance? Quels sont vos conseils? Je ne sais pas si je dirais ça conseil. D'abord, je voudrais dire bravo. Parce qu'entreprendre, ce n'est pas évident. Okay. Donc, pour moi, déjà, toutes les personnes qui ont décidé d'en faire un métier à plein temps, qui se lèvent tous les matins et qui, malgré les défis, continuent à créer de la richesse, je voudrais dire bravo.
ce que je peux recommander, c'est vraiment de ne pas être isolé. Voilà, parce qu'une PME qui est isolée, c'est un peu difficile. Elle est plus fragilisée. Donc, si j'avais un conseil, c'est vraiment de rejoindre une fêtière. Voilà. En l'occurrence, le mouvement des PME de Côte d'Ivoire. Voilà, évidemment. Et j'ai pu te dire qu'il y a de très belles PME en Côte d'Ivoire. Et les plus belles, vous allez les retrouver au mouvement des petites et moyennes entreprises. Donc, rejoignez un réseau. Et à travers ce réseau-là, je pense que ça sera plus facile de vous faire accompagner. Et je pense que même quelqu'un doit vous prêter de l'argent, que vous avez une banque. Et qu'il y a un des panélistes qui disait au forum que si vous venez me voir, que vous êtes membre du mouvement des petites et moyennes entreprises, je vous accorde déjà un crédit parce que je connais un peu déjà comment est-ce que cette fêtière essaie d'encadrer en fait ses membres. Donc, plus nous, on peut, c'est un crédit moral, une caution morale en fait, on peut donner. Après, tous les autres problèmes qu'on peut avoir, c'est particulier, financement, ensemble, je pense qu'on pourra trouver la solution. Et ensemble, c'est plus facile pour nous-mêmes d'adresser même, je vais dire, des besoins aux financiers pour venir peut-être, ne serait-ce que nous parler, nous présenter de qu'est-ce qu'ils ont comme offre pour nous. Donc, pour moi, c'est le seul conseil. D'abord, bravo, parce que je pense qu'on ne les félicite pas beaucoup, souvent. Je pense que quand on va, c'est vraiment critique. Mais pour moi, c'est des personnes qui font un travail formidable, qui naviguent tous les jours, voilà, entre leurs activités, leurs obligations familiales, fiscales et autres, mais qui restent toujours debout. Et tout ce que je peux leur dire, c'est que de plus en plus, je pense que les PME ne sont plus la périphérie de l'économie. Ce sera l'épine dorsale. Donc, c'est le tennis bon. Voilà, c'est le tennis bon. Si on vous a refusé une fois du financement, ce n'est pas la peine de désespérer. La prochaine fois, sera peut-être la bonne. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'établissements financiers. Je pense qu'arrive un moment, même celles qu'on trouve les plus difficiles, vont essayer quand même de baisser parce que nous sommes aussi un marché pour ces établissements financiers, n'est-ce pas, Ali? Bien sûr. Donc, pour vous, c'est félicitations et surtout à un entrepreneur qui nous écoute de rompre son isolement. Voilà, c'est ça. Qu'il rentre dans un réseau et là-bas, ce sera beaucoup plus simple pour lui d'adresser les défis, même que ce soit même au niveau même. Jusqu'à ce matin, il y a une contribution qui doit être faite par une association. Enfin, ça demande nos contributions sur justement un projet de loi. Mais la PME qui est seule dans son environnement, comment est-ce qu'elle fait pour contribuer? Voilà, donc on a fait rapidement une rencontre. Chaque PME a donné un peu comment est-ce qu'elle voyait cette disposition, si elle venait à être votée, voilà, les conséquences sur son activité. Donc, on a essayé de remettre ensemble et puis d'avancer. Donc, pour moi, la clé, c'est vraiment de rejoindre un réseau pour qu'ensemble, à l'intérieur, vous puissiez vous mettre ensemble et puis avancer. Et qu'est-ce que vous pensez des subventions? Vous qui avez été lauréate, justement, qui avez bénéficié. Moi, j'ai vu une vidéo où vous avez dit que du jour au lendemain, vous avez été sous les projecteurs et que ça vous a permis quand même d'avoir accès à un réseau aussi. Oui, bien sûr, la subvention est toujours la bienvenue, mais après la subvention, il faut savoir l'utiliser, en fait. Il ne faut pas courir de subvention en subvention. Pour moi, la subvention vient comme un levier, en fait. Donc, c'est un levier. Voilà, sur lequel il faut pouvoir capitaliser. Voilà, un levier. Mais moi, ce que j'ai gagné de ce concours, ce n'est pas vraiment l'argent. Je veux dire, l'accès au réseau que j'ai pu avoir, parce que la CGCI demeure quand même la plus grande organisation patronale. Oui. Donc, je veux dire, toutes ces personnes à qui j'ai eu accès, qui m'ont ouvert des portes, des carnets d'adresses, qui m'ont connecté à des personnes, c'est fou, quoi. Aujourd'hui, je suis dans le même réseau avec Ali. Donc, je veux dire, si je dois demander quelque chose à Ali, je pense qu'il me connaît beaucoup mieux. Donc, je pense que ce sera beaucoup plus facile pour moi. Mais je vais dire, si j'avais une réputation... donc, pour moi, c'est surtout que tu aies une bonne réputation. Parce que dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça compte beaucoup. Donc, quand un banquier... surtout aujourd'hui, on est à la centrale des incidents. Hein. Aujourd'hui, même les impayés, je crois que c'est mis quelque part. Donc, on peut facilement vous retrouver. Mais après... Vous pouvez avoir des défis, mais il faut être franc avec l'autre, comme Ali l'a dit. Il y a des personnes qui ont eu un beau parcours avec le banquier, et puis un jour, peut-être un défaut de paiement d'un client, mais il faut continuer à avoir cette relation-là. Donc, voilà un peu ce que moi j'allais dire. Donc, félicitations, réseau, et puis que tu veux une crédibilité. Parce que la crédibilité, la réputation peut même contribuer à développer des sommes qu'on ne pouvait pas attendre, même si on allait de subvention en subvention. Monsieur Bazini, et vous, qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer à tous ces entrepreneurs qui nous regardent, à tous ces auditeurs? Quels conseils vous pouvez leur donner? Quel serait votre mot de fin? Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de notre échange aujourd'hui? Écoutez, je voudrais
Maïva, pour répondre à ta question, que tu me permets de remercier donc SICA, toute l'équipe de SICA Finance pour cette belle opportunité de nous donner, de parler de nos activités, parler de Crédit Access, parler du mouvement de Patricia, MPME. Crédit Access est aux côtés des PME. Et Crédit Access accompagne les PME de plus en plus, comme en témoigne justement notre capacité à amener les PME à se surpasser, amener les PME justement à se concentrer sur l'essentiel de leurs activités et à nous faire confiance dans notre capacité à les accompagner de façon intégrale, un accompagnement à 360 degrés. Ce que je veux qu'on retienne de ce passage, c'est que Crédit Access est présente sur le terrain. C'est 22 points de service, 22 agences. C'est cette relation de proximité que nous entretenons avec la clientèle. C'est une forte capacité de distribution du crédit. C'est aussi une forte capacité de mobilisation de l'épargne. C'est des collaborateurs donc qualifiés. C'est une qualité de service qui est homogène dans l'ensemble de notre réseau d'agences. Donc, je vais inviter davantage ceux qui nous suivent justement à nous faire confiance parce que des milliers de clients nous font confiance. C'est à peu près 100 000 clients que nous avons dans notre portefeuille. Nous sommes aussi présents en zone rurale. Patricia sourit. Oui, on accompagne donc les activités qui s'y trouvent et nous ferons encore bien plus pour les PME. Merci Monsieur Badini. Merci Madame Yao. On prend rendez-vous pour l'acte 2. On va occuper les 25% de l'agenda que vous avez en commun. J'ai bien noté. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode de notre podcast SICA Meetup.